Oui, bonjour. Vous avez les excuses de Peter Kohlmann qui est vraiment désolé de ne pas pouvoir venir à cause des problèmes de santé. L'histoire complexe de la construction de la cathédrale d'Auxerre s'échelonne sur plusieurs siècles, du premier chantier du chœur jusqu'à l'achèvement des parties occidentales, laissant en attente pour toujours le pendant méridional de la tour nord, elle-même terminée au XVIe siècle seulement. Malgré son hétérogénéité et ses défauts dus à cette longue activité constructive et au déséquilibre esthétique de la façade, elle est particulièrement connue pour son chœur très élégant du début du XIIIe siècle. Néanmoins, cette construction extraordinairement filigrane dans certains détails a subi, comme à Tournai et ailleurs, d'importants travaux de stabilisation dès le XIIIe siècle pour corriger les erreurs qui touchaient aux limites du possible de la construction. Les recherches en archéologie du bâti ont permis d'établir une chronologie détaillée de la construction de la cathédrale de 28 étapes dont les importants remaniements du chœur font partie. Dans notre contribution, je vous présente brièvement le cadre de nos études et la chronologie relative du chantier de la cathédrale Saint-Étienne, voire absolue, à l'aide des dates d'ordre chronologique d'une étude antérieure à nos recherches. Avant de focaliser sur la problématique de la stabilité et la confortation des structures gothiques à la poursuite de l'équilibre présenté par Götz Echtenacher. Entre 2002 et 2005, au cours d'une importante campagne de restauration de la cathédrale d'Auxerre, l'Institut d'histoire de l'architecture de l'Université de Stuttgart a réalisé un projet de recherche pluridisciplinaire sur la construction de la cathédrale avec le soutien financier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. L'objectif principal du projet, intitulé « Archéologie du bâti à la cathédrale d'Auxerre, une chronologie relative des 5 portails », fut la réalisation de relevés détaillés et des études d'archéologie du bâti pour servir de base à une nouvelle recherche approfondie au-delà des résultats des études existantes. Il s'agissait avant tout de préciser la chronologie et le phasage de la mise en œuvre du monument. Dans cette perspective, un grand nombre de relevés pierre à pierre fut mis au point, portant à la fois sur les 5 portails et sur les élévations du transept et de la nef et sur la construction des charpentes médiévales. Ces relevés permirent ensuite de réaliser une cartographie systématique de différents éléments susceptibles de renseigner sur la distinction des phases de la mise en œuvre. Signes lapidaires, marques de pose, traces d'outils de taille, différences de matériaux et restauration. Les différentes études et la grande quantité de relevés n'auront pas pu réaliser sans le soutien de nombreux étudiants et de nos collègues qui ont participé à cette recherche, avec leurs différentes compétences. Des historiens de l'art, dont le directeur du projet, Dieter Kimpel, est malheureusement décédé en 2015, des archéologues et archéologues du bâti, dans notre équipe, en collaboration avec l'équipe du CEM, en particulier Sylvain Omar et Stéphane Büttner, un spécialiste de charpente, Stefan King, des géologues, un géomètre et un archéologue du bâti spécialisé dans la maquetterie de modèles en 3D, Götz Echtenacher, ici présent. Sans oublier les nombreux spécialistes de restauration, tailleurs de pierre, charpentiers, etc., travaillant sur place.
La vaste campagne de restauration permit d'étudier de nombreuses zones habituellement inaccessibles à partir des échafaudages. Il nous fut ainsi possible d'étendre nos recherches au-delà des portails, dont l'analyse était difficile sans prendre en compte la genèse complexe de l'édifice en son entier, en particulier celle du transept et de la nef, étroitement liée à la chronologie des portails, liée aussi, comme nous allons le démontrer, au remaniement du chœur tout juste achevé. Notre base de travail au-delà du monument lui-même était l'importante thèse d'histoire de l'art de Harry Titus, achevée en 1984, qui focalise d'un point de vue stylistique la chronologie de l'ensemble de cette basilique à 3 nefs avec transept, chœur à déambulatoire et chapelle axiale. À l'origine de la nouvelle construction de la cathédrale gothique, située habituellement vers 1215, fut l'archevêque Guillaume de Seignelay, emporté par l'ambiance du temps de remplacer des constructions, citation, anciennes par un monument plus élégant et plus beau. Le chantier débuta alors par le chœur, au-dessus d'une crypte conservée du XIe siècle, laissée entièrement intacte tout en la renforçant. Ainsi, la base de la nouvelle construction du chevet ne dépasse guère les limites de son prédécesseur et garde la forme du plan. Néanmoins, un premier projet aurait inclus 2 anciennes tours latérales abandonnées par la suite à cause d'un effondrement partiel, d'après les sources écrites. Le plan reprend l'ordonnance du déambulatoire avec une seule chapelle axiale dans un terrain fortement escarpé. Le chœur d'une longueur de 50 mètres se développe sur 5 travées sur un plan polygonal. Néanmoins, la limite à l'ouest, au niveau des 2 piliers orientaux de la croisée, dépasse le plan de la crypte romane et résulte, d'après Titus, d'une extension du chœur au-delà des tours abandonnées. Ce mur est doté de 2 escaliers en vis aux extrémités nord et sud, desservant tous les registres en élévation de cette construction, du triforium à la claire-voie jusqu'aux toitures. Le massif nord, respectivement sud, dans lesquels se trouvent les escaliers, détermine cette première phase de construction et marque aujourd'hui un coup de sabre net entre l'œuvre du chœur et les 2 bras du transept, à l'époque en attente de construction. En regardant de près la structure des maçonneries du chœur, d'une grande finesse, surélevée par des voûtes d'ogives quadripartites, pourtant prévues en construction sexpartite au départ, d'après l'état de la recherche de Titus, relève en effet des signes d'incohérence. D'une part, encore d'après Titus, ils sont dus à des changements de projet en plan et en élévation au cours du chantier, et d'autre part, à une fragilité statique qui résulte des modifications d'une structure extrêmement filigrane dès le départ, se révélant trop fragile pour un changement vers un programme d'une élévation gothique classique plus ambitieux. Construit entre 1215 et 1235, la date de l'abattage des bois de la Charpente, le chœur de la cathédrale présente alors des déformations et des remaniements rattrapant ces irrégularités, notamment au niveau des piliers à l'intérieur du chevet, des contreforts à l'extérieur et dans les murs au-dessus des voûtes. Nous situons ces remaniements en partie déjà pendant la mise en œuvre, sinon très peu après l'achèvement du chœur, au XIIIe siècle déjà. Puis, au XIVe siècle, nécessité sans doute par l'instabilité de la construction initiale.
L'aspect homogène de l'ensemble montre que les réparations et modifications furent réalisées avec le plus grand soin tout en respectant le projet préalable. Ce premier chantier de la cathédrale gothique semble être délimité à l'ouest par la nef de l'église romane, laissée en place à l'ouest de la crypte. Par la suite, des multiples indices dans les maçonneries de la cathédrale gothique retracent jusqu'au niveau des charpentes une succession de chantiers se formant probablement autour de l'ancienne nef romane, restant au moins partiellement intacte et ne disparaissant qu'au fur et à mesure de l'avancement de la nouvelle construction de la cathédrale. Les prospections géoradar effectuées en 1998 par l'Université de Wake Forest et du CEM et les sondages archéologiques qui suivaient ont confirmé la présence de vestiges attribués aux parties occidentales d'une église antérieure à la cathédrale gothique, à hauteur de la troisième travée de la nef, coïncidant avec une fermeture provisoire de la charpente médiévale, utilisant sans doute la structure des murs comme support temporaire. Le deuxième chantier, après le chœur, se trouve déplacé à l'extrémité ouest de la nouvelle construction, laissant ainsi un vide d'environ 50 mètres entre le chœur et le massif occidental gothique. D'importants remaniements au niveau du chœur se situent déjà dans cette période. Dans un premier temps, il s'agit d'importantes modifications esthétiques qui demandent aussi un renforcement structurel. Nous y revenons en détail plus tard. En même temps, au milieu du XIIIe siècle, vers 1250 environ, débutera alors l'édification de la première travée sud-ouest, formant le premier étage de la tour sud, avec son portail latéral sud et le socle méridional du portail central, dans un premier temps. Et par une autre étape, légèrement décalée dans le temps, la travée nord-ouest, avec le portail nord et le soubassement septentrional du portail principal. Ce n'est pas uniquement de par le décor, souvent évoqué dans la littérature, mais également du point de vue des détails constructifs et techniques, que les deux portails sud et nord se distinguent nettement l'un de l'autre. Les mêmes observations ont été faites pour les deux soubassements méridional et septentrional du portail central, qui font déjà partie de ces deux étapes de construction du massif occidental. L'élévation de la partie haute du portail central sera d'abord construite en mur brut, sans les niches à figures, le linteau, le tympan et les archivoltes principales, pour assurer un niveau unifié du massif, terminé provisoirement vers 1300. L'entreprise du décor de la partie supérieure appartient à une tranche de construction séparée et beaucoup plus tardive, vers 1400 seulement, une date suggérée par le témoignage d'un document de commande d'un ventail en bois destiné aux huisseries du portail central. À la fin du XIIIe siècle, vers 1300, le chantier du massif occidental est alors interrompu, laissant des registres supérieurs au-dessus du niveau des portails en attente. Il est décalé vers les murs des bas-côtés nord et sud de la nef en reliant les lits d'attente du massif ouest, formant un coup de sabre vertical bien lisible entre la transition de la travée 1 à la travée 2. Les murs nord et sud sont construits jusqu'à la jonction des futurs portails des deux bras du transept. À l'est, les maçonneries intègrent déjà les contreforts ouest du transept et dans le même prolongement, l'élévation des murs avec les piliers ouest de la croisée en face des deux piliers pendants à l'est, faisant partie de la construction du chœur déjà en place. De nouveau furent réalisés d'autres remaniements de grandes envergures dans le chœur.
cette fois pour des raisons de problèmes purement statiques. Premièrement, la reconstruction en sous-œuvre des premiers piliers à l'est de la croisée. Deuxièmement, le démontage et la reconstruction des arcs-boutants. Le vocabulaire décoratif de ces éléments est proche de la construction du bras sud du transept et des piliers ouest de la croisée. Le prochain chantier de la cathédrale, après les consolidations du chœur et l'importante mise en œuvre du bras sud du transept avec les premiers piliers de la nef, fut la continuation des grandes arcades vers l'ouest. La distinction entre ces deux phases ressort de plusieurs indices. Le changement de matériaux provenant dans les phases suivantes d'une carrière près de Paris, un changement de décor et de profil des bases de piliers, et un changement de signes lapidaires et de marques de pose. En effet, la répartition des marques d'assemblage dans les niches à figure du portail sud du transept correspond à celle du pilier sud-ouest de la croisée et disparaît dans les phases suivantes de la nef, dans laquelle est construite la majorité des piliers jusqu'à la jonction du massif occidental. Le raccord de la nef avec le chœur ne concerne au XIVe siècle que le bras sud, dont la charpente, datant de 1328, succède rapidement à la charpente de la croisée de 1324, tandis que les bois de la toiture du bras nord furent érigés un siècle plus tard, en 1423-24. Néanmoins, cette date d'ordre chronologique n'est pas un terminus antiquem pour le portail, construit encore un siècle plus tard, entre 1480 et 1500. C'est une curiosité particulière du bras nord du transept et une découverte de notre spécialiste de charpente Stefan King, que la charpente du début du XVe siècle fait partie d'un dispositif provisoire en encorbellement protégeant un grand vide laissé en attente pour la future façade du portail. Pour le portail du bras sud du transept, la datation absolue peut être établie largement avant la mise en place de la charpente en 1328-29, qui détermine l'achèvement des maçonneries de la partie haute. Le portail et sa sculpture furent sans doute mis en place guère après 1310, la date d'ordre chronologique d'un boulin d'échafaudage conservé dans le contrefort ouest du bras sud du transept, à la hauteur des fenêtres des bas-côtés. La façade du portail lui-même s'adosse à cette structure et évolue de concert avec la croisée. Autour de ce chantier du début du XIVe siècle se déroule la restructuration du chœur due à son instabilité déjà évoquée. Il s'agit d'une phase de remaniement très importante dans la chronologie de l'ensemble, au plein milieu des travaux de construction de la cathédrale, avec des conséquences conceptuelle évidente pour la nef déjà vue par Titus. En effet, elle se distingue du chœur par une massivité plus importante, avec des piliers et des contreforts plus épais, et par des détails qui évoquent la correction des erreurs, en évitant par exemple les passages perçant les piliers au niveau du triforium, désormais bouché dans le chœur, contournant les piliers dans la nef pour la laisser l'intégralité de la masse. L'édifice avance ensuite par de nombreuses étapes dans un laps de temps de 2 siècles encore. D'abord dans la nef, ensuite dans le bras nord du transept, se terminant avec la construction des parties hautes de la façade occidentale et l'achèvement de la tour nord-ouest au milieu du XVIe siècle.